collègues, je vous demande votre attention. Nous allons continuer nos auditions de ce matin. Alors là, on change de sujet, puisque nous allons entendre à présent le docteur Thierry Ponchon, qui est gastro-entérologue et hépatologue de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et notamment, nous allons évoquer la prévention et le traitement du cancer colorectal, puisque je vous rappelle que nous sommes ce mois-ci dans le mois notamment de discussion, d'échange et surtout, oui, on a avec la petite jonquille, voilà. Donc c'est un mois important en tous les cas concernant notamment ces enjeux-là. De nouveau, je vous indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est toujours retransmise en direct sur le site. Docteur, donc nous sommes heureux de vous accueillir alors que s'achève Mars Bleu, un mois précisément dédié au cancer colorectal. Avec 47 000 nouveaux cas chaque année, ce cancer est le troisième en termes de fréquence. Et avec 17 000 décès par an, il est le deuxième cancer le plus mortel. Il s'agit donc d'un enjeu lourd en termes de santé publique. Cette audition nous permettra de faire le point sur les actions entreprises au cours de Mars Bleu et plus généralement en termes de détection et de prévention du cancer colorectal. Nous pourrons bien sûr faire également un point en matière de traitement du cancer sur les avancées de la recherche en la matière. Docteur, je vais tout d'abord vous laisser la parole pour un propos introductif avant que les membres de la commission vous interrogent. Donc, notamment, pourriez-vous focaliser cette introduction sur la question du dépistage à partir du constat suivant. 3 cancers font aujourd'hui l'objet de campagnes de dépistage organisées, le cancer du sein, celui de l'utérus et le cancer colorectal, mais à peine un tiers de la population concernée par le dépistage fait le test, alors qu'à l'inverse, l'adhésion au dépistage du cancer du sein est bonne, de même que celle du dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette différence interpelle, notamment dans la réaction et le comportement de nos concitoyens. Comment expliquez-vous cette situation? Et l'adhésion en France est également bien moins bonne que dans d'autres pays européens. Là aussi, quels facteurs peuvent l'expliquer? Voilà, monsieur le docteur, donc je vous laisse tout de suite la parole. Et donc, après votre propos introductif, eh bien, on entendra tous vos réponses aux premières questions et ensuite je donnerai la parole aux différents sénateurs qui souhaitent intervenir. Voilà, c'est à vous. Bon, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci de me recevoir. Je pense que on a combien de temps au total sur l'audition? Excusez-moi de vous demander ça. Bon, jusqu'à 14h, non. L'idée, ça va, alors. L'idée, c'est d'avoir un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes d'introduction et ensuite parfait. On rentrera dans les questions-réponses. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc je me présente, je suis professeur de gastro-entérologie, je travaille initialement à l'hôpital Édouard Herriot et comme j'ai pris un peu de l'âge maintenant, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, Léon Bérard, toujours à Lyon. Et je suis assez connu dans le milieu de l'endoscopie digestive, en particulier en Europe. Enfin voilà, j'ai une forte activité pour, entre guillemets, mettre sur les rails la Société européenne d'endoscopie digestive. Et j'ai effectivement beaucoup écrit, fait de publications scientifiques sur le sujet. Et je me suis intéressé, il y a quelques années, au dépistage organisé des cancers, et en particulier du cancer colorectal. Organisé, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui vient voir son médecin pour avoir une coloscopie, par exemple. Non, organisé, c'est une mission de santé publique qui consiste à aller chercher les personnes chez elles et à les inviter à passer un test, ou à aller faire une mammographie, ou faire un frottis du col de l'utérus, etc. Donc, ça veut dire qu'on le fait à l'échelon de la population et il faut effectivement que tout soit bien cadré, entre guillemets. Alors, pour reprendre votre introduction, il n'est pas tout à fait vrai que ça marche bien pour le cancer du sein et le cancer du col. Ça marche mieux pour le cancer du sein que le cancer du côlon. Pour le cancer du sein, quand même, on atteint cette année, l'année passée, 47,7%, enfin 48% de participation, alors que les taux européens recommandés, c'est 70%. Qu'il y a des pays qui font largement mieux que nous, 75% aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et même 65% à peu près en Espagne, dans un pays dit latin. Voilà. Donc non, on ne fait pas très bien. Pour le col, c'est pareil. Pour le col, le taux de couverture, c'est un dépistage un peu particulier parce qu'il associe à la fois l'organisé et l'individuel, parce que ça fait longtemps que les femmes font des frottis. Et finalement, il y a quand même beaucoup de frottis qui se font à titre individuel.
Et donc, en fait, les structures de dépistage consistent à couvrir, enfin, entre guillemets, à augmenter la participation en invitant les personnes qui ne se font pas dépister individuellement. Donc, c'est un mixte, mais le taux de couverture, en France, c'est de 56%, hein, 56%, alors qu'en Europe, ça doit être de 80%, pour le col. Hein, pour le col. Alors, effectivement, les résultats sont encore plus catastrophiques pour le côlon, puisque les derniers chiffres donnent un taux de participation à 35%, alors qu'en Europe, la recommandation, c'est 65%, et ils sont gentils en Europe, ils disent taux acceptable. Taux acceptable, c'est quand même 45%. Donc on est encore à 10% en dessous de ce qui est dit acceptable. Donc on est dans les mauvais élèves de l'Europe. Si on cite par exemple des bons élèves, on peut dire les Pays-Bas, effectivement, ils sont à plus de 75%, le Royaume-Uni, et même l'Italie, la partie nord de l'Italie, sont à plus de 50%. Ça veut dire qu'éventuellement, si entre guillemets, on met en cause le caractère latin de la population, ben non, c'est pas l'explication. Une petite partie de l'explication, mais c'est pas complètement l'explication. Donc effectivement, c'est un échec. Moi, à vrai dire, je ne participe pas à des instances en matière de santé publique nationale. Bon, j'ai beaucoup d'activités dans des structures européennes, dans des sociétés savantes, mais finalement, face aux institutions nationales, pour l'instant, je n'avais jamais fréquenté les institutions nationales. Voilà. Et donc, je me suis intéressé au dépistage organisé. Eh bien, je trouve que voilà, mon opinion, c'est que ça marche mal, quoi. Voilà, ça marche mal. Je ne travaille que là-dessus, ça marche mal. Voilà. Et c'est peut-être, et pourtant ça doit être un exercice réussi. Le dépistage organisé des cancers, ça ne peut pas échouer. Dans un pays moderne, ça ne peut pas échouer. C'est impossible. Alors on peut accuser la part. Certes, il peut y avoir des variations un peu liées à la population, mais on ne peut pas accuser complètement la population. C'est pas possible. D'ailleurs, vous avez vu finalement la vaccination, qui est beaucoup plus légère comme processus. Enfin, ça a marché quand même, hein, d'accord. Vaccination Covid. Donc, on ne peut pas accuser complètement c'est pas la population qu'il faut accuser. Non, on n'a pas mis en place de quoi bien faire le dépistage en France. Voilà. Donc, il faut vraiment s'interroger, et j'irai même plus loin. C'est peut-être un exercice réussi. C'est-à-dire, vous prenez le patinage artistique, par exemple, il y a l'exercice imposé, on doit le réussir, puis après on fait ce qu'on veut, quoi. Mais c'est ça. Si on ne réussit pas ça, c'est un très mauvais signal. Et on devrait exiger en France que le dépistage organisé soit une réussite, parce que c'est un excellent marqueur qui évalue l'efficacité de la politique de santé en France. Il n'y a pas mieux. C'est complètement cadré, de A à Z. On sait ce qu'on doit faire. On ne peut pas inventer. Il y a de la place pour des recherches autour du dépistage, etc., pour trouver des nouveaux dispositifs. Mais quand le dispositif est en place, ça ne peut que marcher. Eh bien, ça ne marche pas. Alors, je vais être un peu dur, mais je crois qu'en France, on est à un état d'amateurisme en matière de dépistage organisé. C'est de l'amateurisme. Voilà. C'est de l'amateurisme. J'en suis navré. Effectivement, il y a différents acteurs, et je vais parler de ce dont je m'occupe, qui sont les structures régionales, enfin ce qu'on appelle les centres régionaux de coordination de dépistage des cancers. Donc moi, je m'occupe du CRCDC Aura. Ce n'est pas une petite structure parce qu'on a quand même plus de 100 ETP. C'est une association loi 1901. Et c'est effectivement, je suis bénévole. Alors on peut dire, oui, ces associations qui s'occupent localement, enfin régionalement des dépistages, elles sont un peu fragiles parce que ce sont que des associations de loi 1901. Bon, on pourrait se poser la question, et moi je l'ai déjà d'ailleurs écrit, plutôt que d'avoir des associations loi 1901 qui sont issues des associations loi 1901 départementales. On a fusionné il y a 4 ans. Hein. Eh bien, on pourrait se dire peut-être il vaut mieux, par exemple, des agences dédiées à la prévention et au dépistage, qui donneraient un peu plus de légitimité, finalement, parce que c'est quand même quand on est bénévole dans une structure de dépistage régionale, surtout en Aura, eh bien, on passe énormément de temps à s'occuper de cette structure, et finalement, alors qu'on est bénévole, quoi. Enfin, il y a un peu une inadéquation entre le bénévolat et la charge de travail liée à cette structure.
Mais ce n'est qu'une réflexion concernant cette structure. Je veux dire, c'est pas cette structure-là qui est vraiment en cause de mon point de vue. Hein. Non, ce qui est en cause dans l'inefficacité et l'échec du dépistage, c'est l'amateurisme, et c'est l'amateurisme du pilotage. Voilà. Il n'y a pas de pilote. J'ai écrit. Alors, je vais pas. C'est pas en le disant maintenant devant vous que que les gens qui me connaissent diront que c'est une surprise. Non, j'ai toujours dit, c'est de l'amateurisme. Il n'y a pas de pilote. Et c'est la cause essentielle. Alors, je vais vous dire quels sont les pilotes. Bon, les pilotes, le premier pilote, c'est la DGS. Okay. Eh bien, je vais être franc, hein. La DGS ne s'intéresse pas vraiment au dépistage organisé. N'a pas les compétences et les moyens pour le faire. Je suis méchant, hein, mais... Okay. Vous ne soyez peut-être pas surpris de ce que je dis, finalement. Hein. Bon, non. Et en matière de pilotage, si vous voulez, quand on pilote un dépistage organisé, enfin, les réunions doivent être régulières, fréquentes, etc. Ben, avec la DGS, on a 2 réunions par an, et encore, c'est pas des réunions d'échange. Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas de pilote national. Alors, effectivement, théoriquement, la DGS, c'est le pilote stratégique. C'est-à-dire que c'est lui qui doit dire comment, quel dispositif, etc. Voilà. Faire évoluer le dispositif. Bon, il n'y a pas de pilote. Et le deuxième pilote, qui est un pilote opérationnel, c'est l'INCa. Vous connaissez l'INCa ? Je crois que l'INCa, c'est une excellente structure dans le domaine scientifique. Hein. C'est une structure d'expertise scientifique qui est capable de monter des projets, enfin de financer, d'évaluer des projets de recherche, de faire bouger effectivement disons la prise en charge des patients, enfin ou au moins en tout cas la qualité de vie des patients, etc. par des mesures plutôt d'ordre scientifique. Enfin bon, mais elle est en charge, elle est au pilote opérationnel, mais ce n'est pas une instance de pilotage opérationnel. C'est pas piloter sur le plan opérationnel. Puis, opérationnel, ça veut dire déployer, ça veut dire. Mais je vais vous donner 2-3 exemples. C'est pas, on peut pas, enfin, c'est pas une mise en accusation. C'est simplement que c'est pas une instance pour ça. Et d'ailleurs, le président actuel de l'INCa a écrit l'INCa ne pilote pas le dépistage. Il l'a écrit. Ok, ben, très bien. Alors qu'on est pilote opérationnel, l'écrire c'est quand même assez fort. Mais un exemple, l'exemple du financement. Le financement des structures de dépistage. Et donc finalement le financement du dépistage organisé. Il n'y a aucun travail fait pour dire ce que permet d'économiser le dépistage organisé. Est-ce qu'il faudrait, et quels sont les moyens à attribuer au dépistage organisé ? Rien. Alors que ça se fait dans tous les autres pays. Quand on met en place un dépistage organisé, on calcule ce que ça va rapporter, et entre guillemets, enfin plutôt exactement ce que ça va économiser, en évitant les formes avancées, et on calcule ce que ça coûte, quels sont les moyens. Mais non, rien, ça pourrait être fait par l'adresse, l'ACTAM pourrait s'en occuper, etc. Non, ce n'est pas fait. Donc en fait, le financement, entre guillemets, est tout à fait approximatif. Et moi, qui m'occupe du CRCDC Haut-Rhin, qui est finalement beaucoup investi avec mes fonds propres pour des actions dont je vous parlerai, mais par exemple dématérialiser les clichés de mammographie, etc. Enfin, des actions qui ont été approuvées en off par l'ARS, eh bien, théoriquement, fin avril, j'étais en banqueroute, alors que je m'occupe du dépistage organisé. Parce que le financement n'est pas à la hauteur. Pourquoi le financement à la hauteur ? Parce qu'il n'est jamais calculé, il n'est pas calculé ce dont on a besoin. Il n'est pas calculé du tout exactement ce qu'on permet d'économiser. Quand on sauve des patients, quand on évite des formes avancées, les traitements sont extrêmement coûteux maintenant, que ce soit par chimiothérapie, immunothérapie. C'est très coûteux. À une époque, enfin, il y a une dizaine d'années, j'avais à peu près calculé qu'une année de vie sauvée, c'est bien une année de vie sauvée, mais c'est 100 000 € pour le cancer colorectal. Eh bien, il n'y a pas photo. Le dépistage, évidemment, est beaucoup moins coûteux. Hein, beaucoup moins coûteux. Mais on devrait pouvoir, chaque année, savoir ce que coûtent ces formes avancées. Est-ce que, finalement, rapporte en fonction... on sait exactement combien on a dépisté de cas, combien on rapporte, combien on économise.
Donc d'un côté, et de l'autre côté, ce que ça coûte, les moyens dont on a besoin, ça peut être une étude analytique sur les centres. On peut également s'intéresser à la promotion, faire des études pilotes pour dire quelle est la rentabilité d'une promotion du dépistage. On pourrait même dire c'est un pourcentage de ce que ça économise. Voilà. Et chaque année, on verrait ce pourcentage. Non, il n'y a rien. Rien de rien. Donc, le financement des structures de dépistage et du dépistage lui-même, c'est à la louche. Voilà, ok. Ça fait l'objet de négociations, comme si j'étais un syndicaliste. Non, non, c'est pas ça. Je suis navré. Le dépistage organisé, c'est extrêmement encadré. On peut tout à fait savoir ce que ça rapporte, entre guillemets, et ce que ça doit coûter. Non, non, il n'y a pas. Premier point. Deuxième point, vous comprenez qu'on a des fichiers très importants de personnes. On a des fichiers, évidemment. En fait, les structures régionales sont à peu près l'équivalent d'établissements de soins. C'est-à-dire qu'on est d'ailleurs, on s'est un peu battu pour obtenir cette qualification, parce qu'on a des médecins, et on doit suivre toutes les personnes qui rentrent dans le dépistage, qui ont un test positif, on les suit jusqu'à ce qu'ils fassent les examens nécessaires ou le traitement nécessaire pour qu'ils soient bien pris en charge. Donc, il y a des médecins dans une instance régionale. Moi, j'ai une dizaine de médecins qui sont souvent des médecins de santé publique, mais pas que des médecins de santé publique. Et donc, c'est pas anonyme, le dépistage organisé. Okay, donc, c'est comme un établissement de soins. On a évidemment le RGPD qui s'applique à notre structure. Et pour ça, il faut des logiciels métiers. Les logiciels métiers, dans un établissement de soins, c'est évidemment quelque chose de très sensible. Okay, il y en a qui sont attaqués, vous le savez très bien. Et eh bien, on est à la merci de 2 éditeurs de logiciels métiers qui sont très mauvais. Voilà, très mauvais. On nous laisse avec 2 éditeurs de logiciels. C'est des petites structures très fragiles. Voilà. Alors qu'on manipule des données, un nombre considérable de données. Ben non. Est-ce qu'à un moment donné, l'INCa ou la DGS s'en est inquiété? Non, absolument pas. Et c'est nous qui négocions avec ces petits éditeurs de logiciels pour essayer de faire bouger leur logiciel. Et croyez bien qu'en plus, on peut les soupçonner de temps en temps finalement de facturer 2 fois la même chose à 2 CRCDC différents, où ils nous utilisent. Voilà. On est laissé totalement à la merci des éditeurs de logiciels. Ces 2 exemples, l'exemple du financement et l'exemple des éditeurs de logiciels, assez emblématiques. Je vais vous donner un 3e exemple. Qui parlera, je pense, aux femmes ici présentes, c'est la mammographie. Alors, la mammographie, maintenant, est numérique. Bon, ok, c'est numérique. Bon, et c'est même dans les textes. Il faut que dans le cadre du dépistage, ce soit numérique. Eh bien, jusqu'à maintenant, les CRCDC s'occupent de la seconde lecture. Il faut une seconde lecture parce que pour, entre guillemets, un peu récupérer, entre guillemets, les cancers qui seraient passés inaperçus après la première lecture. La lecture des mammographies n'est pas facile. Okay, et il y a beaucoup des faux positifs et il y a beaucoup également de faux négatifs. Donc, il faut faire cette seconde lecture. Et cette seconde lecture, elle se fait dans les structures de dépistage. Donc, dans mes structures de dépistage, moi, j'ai 9 antennes départementales. Okay, Chambéry, etc., Moulins. Et dans ces structures, il y a des négatoscopes. Alors, les négatoscopes, ça n'existe plus. Okay, ça n'existe plus. Et alors, un cabinet de radiologie, il n'a plus de négatoscope, c'est évident, c'est fini. Mais non, ça reste vrai, c'est-à-dire que le cahier des charges n'a pas changé. On l'a dit à l'INCa depuis 15 ans, et rien n'a changé, sauf maintenant, enfin, là, je viens d'obtenir la dérogation pour avoir la seconde lecture en numérique. Parce que être obligé à ne pas être, nous empêcher d'être numérique, ça veut dire quoi? Le radiologue fait du numérique. Il est obligé de tirer des clichés. Il est obligé de garder un négatoscope pour voir la qualité des clichés qui sont tirés. On a des courtiers, des camionnettes qui arrivent chez nous chargés de films, vous voyez, à l'ancienne. On est obligé de labelliser, de vérifier que tout est bien arrivé, etc. Et ensuite, on a ces énormes négatoscopes qu'on charge avec du personnel charge. Il y a du personnel qui est dédié à ça, qui monte les radios. D'ailleurs,
Enfin, c'est un travail stupide, entre guillemets, avec des problèmes musculaires. Et finalement, en Auvergne, moi, quand je suis arrivé en Auvergne, ils avaient déjà en partie dématérialisé. Donc, je me suis retrouvé hors de cahier des charges. Ben, j'ai dit, je les endosse, avec l'accord officieux de l'ARS. Je ne peux pas faire autrement, je ne vais pas faire venir en arrière. Mais ça marche tout aussi bien, dématérialisé, et c'est beaucoup plus simple. Et bien, pourquoi ça n'a pas été mis en place plus tôt? Ok, ben voilà. Enfin, entre guillemets, c'est absolument incroyable qu'on puisse encore lire sur un négatoscope des clichés de mammographie. Voilà, ben, c'est tout à fait un exemple de l'amateurisme qui caractérise le dépistage organisé en France. Pour finir, il y a eu un changement actuellement puisque les invitations vont être reprises par la CNAM. Nous, on invitait. En fait, les CRCDC avaient 4 missions. Ils invitaient, ils font le suivi pour aller jusqu'au bout de la démarche, ils évaluent, et puis, quatrièmement, ils font la promotion. Donc, la CNAM s'intéresse depuis très longtemps au dépistage. Entre guillemets, veut récupérer le dépistage. En estimant effectivement que ça ne marche pas bien, les résultats sont mauvais, donc ils allaient faire mieux. Mais en fait, c'est eux qui ont été en grande partie responsables du fait que le financement n'est pas adapté, en tout cas pas évalué, etc. Oui, et en même temps, ils sont capables de nous remplacer. Donc, ils sont dans une situation de conflit d'intérêts majeur, voilà, vis-à-vis de nos instances. Après tout, s'ils réussissent, c'est bien, mais je pense que non. Pourquoi? Parce que je vais vous citer mon exemple. J'ai bénéficié du dépistage. Je me suis moi-même envoyé mon courrier. Mon test était positif. J'ai fait ma coloscopie, on m'a trouvé un polype cancéreux qu'on m'a enlevé. Donc, à une époque, j'ai fait beaucoup de lobbying auprès des parlementaires européens. Je présentais mon cas pour le persuader d'implémenter le dépistage dans les pays de l'Est, hein, en Lituanie, etc. Et donc, en fait, je ne suis plus dans le dépistage organisé, puisque j'ai directement la coloscopie. Eh bien, la CNAM vient de m'envoyer, et j'ai eu mon contrôle il y a un an, un peu plus d'un an, m'a envoyé une invitation à passer le test de recherche de sang dans les selles. Donc, il est en charge de l'invitation, la CNAM, mais elle, entre guillemets, elle m'invite pas du tout de façon appropriée. Je ne suis plus dans le dépistage organisé, parce que je suis hypercoloscopie. Pour finir, parce qu'il y a 80% des personnes qui n'ont pas de risque et qui doivent avoir le test de recherche de sang dans les selles, et il y a 20% des patients qui sont à risque, donc j'en suis maintenant, parce qu'ils ont des polypes, ou ils ont des familles à polypes, etc., ou ils ont des maladies inflammatoires. Cela doit être suivi par coloscopie. Donc ce triage est très important. Or, le triage n'est mal réalisé maintenant par la CNAM qui est en charge des invitations, cette éligibilité, et c'est un problème, hein, parce que si on fait faire du test à des gens qui ont une coloscopie, ils ne vont rien comprendre. Heureusement que je m'occupe de ça, j'ai compris. Et l'inverse, s'il y a des personnes qui doivent avoir une coloscopie, on leur fait, ou l'inverse, s'il y a des personnes qui doivent avoir un test, et on leur demande de faire une coloscopie, c'est absolument aberrant. Voilà. Donc, il ne faut pas... c'est un peu le problème du dépistage, mais c'est valable dans tous les pays du monde. Le dépistage organisé du cancer colorectal est un peu plus compliqué que le dépistage du cancer du sein et du col. Le col, c'est pas compliqué, c'est frottis, test HPV. Ok, bon, voilà. Ce sont les niveaux d'âge. Le sein, c'est la mammographie. Mais le côlon, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a 80%, c'est le dépistage, c'est le test de recherche de sang dans les selles, qui est un bon test, et 20%, c'est la coloscopie. Ce message complique. Mais du coup, il faut vraiment avoir des fichiers en béton. OK? Eh bien, les fichiers de la CNAM ne sont pas en béton sur le sujet. Voilà. Et ce qui va faire que, paradoxalement, la CNAM va encourager les personnes à faire des coloscopies, alors qu'il n'y a pas besoin de faire autant de coloscopies, qu'il vaut mieux même en limiter le nombre, enfin de façon raisonnable, parce que ça va coûter trop cher. Donc, paradoxalement, moi, ce que j'observe, c'est qu'on va augmenter les dépenses liées au dépistage sans forcément être plus efficace. Voilà, j'ai fait le tour, hein, excusez-moi. Oui, un tour complet, et on voit bien les problématiques que vous présentez à la commission. Alors, je vais donner la parole maintenant aux sénateurs. J'ai commencé naturellement par Florence Lassarat, qui est présidente du groupe d'études sur le cancer. Merci beaucoup pour cet exposé exhaustif de vos difficultés en matière de dépistage. Moi, j'ai une petite réflexion. Il y a une période où on a manqué de kits.
Une fois, je demandais ici, un médecin du Sénat, si on pouvait. Je suis mon propre médecin traitant, donc si je pouvais avoir un kit. Et là, on me dit non, il faut aller au laboratoire, vous ferez une recherche de sang. Donc c'est parfois un peu, c'est pas toujours très facile. Mais je crois que là, ça s'est amélioré. Il y a eu un problème de production. Il y a des recherches actuellement sur le dépistage de cancer par d'autres méthodes, par une prise de sang, en particulier de l'ADN des cellules tumorales. Est-ce que ça peut être appliqué au dépistage du cancer colorectal? Est-ce que c'est une piste d'avenir? Parce que finalement, c'est souvent plus simple de faire une prise de sang. Les généralistes prescrivent très facilement des prises de sang. Est-ce que c'est pas finalement plus facile que de prescrire un examen de sel? Quel est le bilan actuel, l'impact du retard pris à cause de la Covid est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de cancers qui auraient pu être traités plus tôt en matière de cancer colorectal? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce qu'on peut penser que la mortalité annoncée de 5% dans la décennie à venir en plus est un chiffre raisonnable ou pas? Moi, j'ai rencontré des spécialistes qui disent qu'apparemment, c'est presque gommé. Oui. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Dans le champ, par contre, des innovations thérapeutiques, est-ce qu'il y a du nouveau en matière de cancer colorectal? Est-ce qu'on peut penser que les vaccins antitumoraux puissent s'appliquer à ces tumeurs? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça représente? On rappelle qu'il y a 17 000 décès, c'est ce que vous avez dit, sur le cancer du côlon, c'est-à-dire plus que le cancer du sein ou du pancréas, par exemple. Voilà, bien sûr. Merci pour ces questions. Alors, la distribution du test. Alors, en fait, il y a deux parties. Il y a eu un mauvais passage, je crois que c'est en 2019, où il y a eu un échec de renouvellement du marché du test par la CNAM. Okay, voilà. Donc, ça a pris plus de temps que prévu. Et du coup, ça avait été mal instruit. Du coup, ils ont été menacés d'être attaqués par un laboratoire concurrent. Enfin bref. Et du coup, on a dû arrêter le dépistage. Voilà. On a perdu du temps à cause de ça. C'était, je crois, en 2019. Maintenant, la distribution du test est faite, au départ, était faite par le médecin généraliste. C'était le médecin généraliste qui était la voie, entre guillemets, de passage. Ce qui est effectivement, entre guillemets, intéressant, quand on connaît le rôle du médecin traitant, bien entendu, mais quand même, on peut en voir les limites, parce que tout le monde n'a pas un médecin traitant, comme vous le savez. Il y a beaucoup de Français, on a les chiffres, qui n'ont pas de médecin traitant. Les médecins traitants sont très occupés. Certains médecins traitants n'ont pas forcément le goût pour des politiques de santé, même les critiques publiques. Et puis, s'ils sont comme moi, ils peuvent être un peu désorganisés dans leur secrétariat, et c'est quand même le dépistage, distribuer des tests, c'est quand même beaucoup de secrétariat. Voilà, donc ils peuvent être un peu en difficulté à cause de ça. Donc, il y a des pays, par exemple les Pays-Bas, le Royaume-Uni, ils ont évalué la passage par le médecin généraliste. Ils ont dit, oui, c'est intéressant, mais il ne faut pas faire que ça parce que ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, moi, je le sais parce que quand j'étais avant dans la structure départementale, j'avais des médecins traitants qui distribuaient plus de 100 tests par an et d'autres qui avaient la même patientèle, moins de 10. Voilà. Il ne faut pas mettre en accusation les médecins traitants. On peut considérer qu'ils sont quand même débordés et que malheureusement, ils ne sont pas toujours disponibles. Donc, ont été envisagées d'autres possibilités, et c'est actuellement en place, la commande en ligne et la distribution du test par les pharmaciens. Bon, c'est en place. Mais alors, simplement, ce qu'on peut craindre un peu, c'est que la commande en ligne et la distribution du test par les pharmaciens, ça remplace un peu la distribution par le médecin généraliste pour les personnes qui participaient déjà. Voilà, les études sont en cours. Mais par exemple, il y a quelques données récentes, la commande en ligne, ça représente 4-5%. En aura 4-5% des tests distribués, donc ça ne fait pas beaucoup. Et moi, j'ai au moins un département où, manifestement, les médecins traitants n'ont pas apprécié que les pharmaciens distribuent. Bon, okay. Et du coup, voilà, donc le taux de participation baisse alors que c'était un bon département. Vous imaginez. Enfin bon, ok. Donc, ok.
ça, c'est alors bon, mais je pense quand même, et je l'ai toujours écrit, que la meilleure façon de donner le test, c'est de l'envoyer. Et c'est ce qui marche le mieux aux Pays-Bas, dans le Royaume-Uni, etc. Enfin, c'est ce que font la majorité des États européens. Alors certes, c'est au prix de tests inutilisés, évidemment. Mais si on fait un courrier auparavant et ensuite on envoie le test, ça marche bien. En tout cas, dans les pays européens qui le font, ça marche bien. Alors actuellement, moi je me suis un peu pas disputé avec l'INCa, je leur ai dit mais c'est ça qu'il faut mettre en place, c'est évident. Non, ils ont voulu refaire des études. Alors en partie pour faire des études, ok. Donc voilà, ça parce que c'est une instance d'expertise scientifique. Donc ils justifient leur place comme ça, vous comprenez. Donc, ok, donc c'est reparti pour des études. Donc, il y a 2 territoires qui font des études. Et en fait, dans le Grand Est, je crois que c'est Meurthe-et-Moselle, ils sont passés des 18%, pour dire que c'était vraiment mauvais, à 26% avec la distribution. Donc, c'est pas encore très clair de ce qui va se passer en France si on envoyait directement le test à la population. Maintenant, la recherche, enfin, tous les tests sanguins. Oui, c'est un espoir, mais c'est le problème, peut-être le coût quand même. Enfin, il faut d'ailleurs beaucoup plus l'évaluer, mais le coût. Il faut quand même qu'un test ne soit pas coûteux. Le test de recherche de sang dans les selles n'est pas coûteux. Il est très bien maintenant parce qu'il n'est plus colorimétrique. C'est-à-dire, on ne regarde plus le changement de couleur à l'œil. C'est un test immunologique, donc c'est blanc ou noir. Okay, on peut même mettre un cut-off différent selon combien on veut obtenir, comment on veut que le dépistage marche. Donc, il faudra du temps avant qu'on ait des tests sanguins. C'est surtout un problème, à mon avis, de coût. Peut-être l'accessibilité, effectivement, sera meilleure. Les personnes, puisqu'on ne parle pas de patients, l'accepteront mieux. Maintenant, l'effet Covid. Je crois que l'effet Covid a été gommé. L'effet Covid. Alors certes, il y a eu un effet Covid qu'on a écrit, publié. Il y a eu un effet Covid, mais l'effet Covid a été gommé. Non, ce que je vois maintenant, moi, enfin, comme hépatogastroentérologue, c'est les effets tardifs du Covid sur les effets, sur disons la disponibilité du personnel médical et paramédical. Non mais je le sais parce que quand je m'occupe d'une structure de dépistage, je sais quand est-ce que les gens ont le test et quand est-ce que les gens vont avoir leur coloscopie. Maintenant, ça ne fait que s'allonger. C'est en mois, 4 mois. Et il y a des instances, enfin des établissements pour lesquels je m'apprête à leur dire non, vous ne pouvez plus participer parce que vous avez vous ne pouvez plus accepter les coloscopies. Enfin, voilà, vous ne pouvez pas faire les coloscopies. Donc c'est un gros problème, mais dont les effets sont tardifs et finalement ne sont pas tout à fait directs, sont indirects via le personnel. Alors maintenant, pour les traitements, oui, les traitements sont... Alors, moi, je travaille maintenant dans un centre de lutte contre le cancer et je suis impressionné effectivement par l'évolution des traitements. Traitements, oui, bien sûr, chimiothérapie, immunothérapie, etc. Ça bouge considérablement et de façon remarquable. De façon remarquable. Je pense que pour le coup, on est très bien accompagné dans les évaluations et dans la mise à disposition de ces nouveaux traitements. Mais plus ça va, plus ils sont coûteux. Et donc finalement, rien ne vaut quand même le dépistage. Okay. C'est une évidence. Voilà. Okay. Très bien les nouveaux traitements, mais il faut que la France, si elle doit faire des efforts, gros efforts et une remise en question, eh bien, c'est sur le dépistage. Merci bien. Alors là, je vais donner la parole à 3 sénateurs et puis ensuite, eh bien, vous répondrez. Il y a 2 séries de 3 sénateurs. Et je vais commencer par Elisabeth Doineau. Merci, professeur, déjà pour votre expertise, votre engagement aussi pour le dépistage et puis surtout pour votre franchise. Et je pense qu'on est les uns et les autres très sensibles à cet état d'esprit, en fait, parce qu'il faut bouger vraiment de façon importante sur le dépistage. En fait, on a l'impression que chaque année, on est un peu sur les mêmes conclusions comment dirais-je, de non-réussite et qu'on ne fait pas grand-chose en fait après. Alors donc il faut vraiment mettre le pied dans la fourmilière. Moi j'avais 2 questions, mais la première vous y avez répondu, c'était sur les invitations. Et j'ai bien senti que c'était encore quelque chose qu'on ne pouvait pas évaluer, bien sûr, puisque ça se met en place, mais que vous étiez sceptique sur l'efficacité
recherché, en tout cas le but recherché. Ma deuxième question, c'est sur un travail que nous menons actuellement au sein de la mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale, sous la présidence d'Alain Milon. Nous avons, avec une autre de mes collègues rapporteurs, Katia Poursopoli, lancé donc une mission d'information sur la fiscalité comportementale. On sait que l'alcool, pas que, le tabagisme aussi, la mauvaise alimentation, participent en fait à ce type de cancer. Est-ce que vous avez des idées, vous, à nous donner sur qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que la fiscalité, on sait que ça ne fait pas tout. Il faut beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation. Est-ce que vous auriez à nous donner quelques éléments, des pistes de travail sur la baisse justement de ces comportements qui sont à risque? Ah oui, ben, Je vais répondre rapidement. vous voulez faire... mais alors, Oui, vite. mais faites ça vite alors. Vite. Alors, très simplement, ce qui est très important, oui, sur les invitations. Je pense que ce qui a été manqué, entre guillemets, parce que les invitations ont été reprises par la CNAM. Nous, on a beaucoup, dans les structures de dépistage, on a beaucoup de données sur les personnes, je vous l'ai dit. On les suit, etc. On sait les personnes qu'il faut remettre dans le dépistage ou qui vont à la coloscopie, par exemple. Et la CNAM a quelques données également, puisqu'elle sait ceux qui ont fait les coloscopies, etc. Mais du départ, on aurait dû avoir un fichier commun, alimenté à la fois par les données de la CNAM, alimenté à la fois par nos données, qui dirait, voilà, quelle est la population éligible, celle qui doit avoir la coloscopie. Bien, franchement, ça n'a pas été mis en place. Et moi, je l'ai demandé, ça n'a pas été mis en place, et je crois que la CNAM a refusé vraiment de le mettre en place. C'est triste à dire, c'est comme ça. Il n'y a pas un bon lien parce que ça manque de pilote. Voilà. C'est le pilote qui aurait dû l'imposer, en fait. Ça. Okay. D'autres deuxième question? Excusez-moi. L'alcool. Ah oui. Alors, évidemment, c'est une très bonne question parce qu'on parle de prévention primaire. Okay. Nous, c'est peut-être là où je dois insister, on parle de prévention secondaire, le dépistage. Le dépistage, ça n'a strictement rien à voir avec la prévention primaire, qui sont les conseils d'hygiéno-diététique, etc. C'est pour ça que je dis, ça doit être en béton et ça doit marcher. Parce que la prévention primaire, ça ne marche pas très bien, c'est beaucoup plus difficile parce que les effets sont à long terme. Il faut convaincre la population de moins boire d'alcool, de moins manger de viande, de moins manger de charcuterie, et vous voyez, de faire du sport, etc. Donc effectivement, ce n'est pas très facile. Mais je vais vous donner un exemple. L'incidence du cancer augmente fortement dans la population entre 45 et 50 ans. C'est-à-dire, pour répondre à la question précédente, excusez-moi, l'incidence du cancer colorectal baisse un peu en France. Ça baisse un peu en France. Ça baisse grâce au dépistage, même si le dépistage marche mal. Ça baisse plus aux États-Unis, ça baisse plus en Allemagne. Il faut dire qu'en Allemagne, ils font 3 millions de coloscopies par an. Mais c'est des pays plus riches, on pourrait dire, d'accord ? Okay. Et les gens ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Okay. Donc ils baissent plus que nous. L'incidence baisse en France, quand même. Okay. Mais l'incidence augmente dans la tranche d'âge entre 20 ans et 50 ans. De 20 à 29 ans, c'est plus 7% par an. De 29 à 39 ans, c'est plus 5%. Et au-dessus, on est à plus 2%, 3%. Mais c'est l'augmentation d'incidence. Il faut quand même voir que ces populations dont je parle, ils ont 15 fois moins de risque d'avoir un cancer que les populations au-dessus de 74 ans. Parce que quand même, le facteur majeur, c'est l'âge. D'accord ? Mais là-dessus se greffe tout un tas d'autres choses. Et la population qui est actuellement le plus attaquée par le cancer, c'est quand même les 40-49 ans, mais 45-49 ans. Et pourquoi ? Parce que c'est la malbouffe. C'est le fast-food, etc., enfin tout ce qu'on connaît. La sédentarité, l'absence d'exercice. Et ceux-là, il faut s'interroger actuellement pour savoir s'il ne faut pas les mettre dans le dépistage, parce que ce sont des personnes quand même qui seront utiles à la société pour le coup. Okay. Vous voyez, moi j'atteins un certain âge qui pourrait me laisser penser que je ne suis pas forcément utile à la société, mais eux, ils sont utiles à la société. Okay. C'est dommage vraiment de les perdre. C'est une catastrophe. Et donc il faudrait peut-être passer à... Et voilà les effets. Monsieur Radical. Allez, mais vous avez raison. Allez, Corinne Imbert. Merci Président, merci Docteur. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais c'est passionnant, ravi de vous écouter. Ce matin, juste dans la vraie vie, alors j'ai bien entendu le fait que les pharmaciens distribuent des kits aujourd'hui, ça leur prend aussi un tout petit peu de temps.
parce que les courriers arrivent chez les patients, ils ne sont pas tous éligibles à la remise d'un test. Et en fait, les effets que vous avez constatés, très bien décrits chez les médecins, vous les retrouvez, vous décalez le problème, en fait. Et je fais le lien avec une question sur les rendez-vous de prévention qui ont été créés par la loi de financement de la sécurité sociale en 2023 et qui commencent à se déployer. Et est-ce que vous pensez que ces rendez-vous de prévention favoriseront l'adhésion au dépistage ? Et là aussi, il faudra que les professionnels de santé qui peuvent réaliser ces rendez-vous de prévention aient suffisamment de temps pour les réaliser. Je veux dire, vous voyez que la mécanique est un peu lourde, mais est-ce que, au vu de l'expérience qui a lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que vous voyez une amélioration de l'adhésion au dépistage, par exemple ? J'avais une autre petite question sur la distribution automatique des kits. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, faire une expérimentation de l'envoi systématique des kits dans une région, une ou deux régions en France? Est-ce que ça pourrait être intéressant? Et comme ça, on en mesurerait le coût, etc. Enfin, le coût, on peut l'avoir avant, mais on pourrait peut-être tenter ça. Et est-ce que je fais le lien avec les données de santé et justement le meilleur ciblage du dépistage? Vous parliez de l'âge, de l'effet malbouffe, etc. Est-ce que le dépistage du cancer colorectal pourrait mieux évoluer du fait de l'utilisation des données de santé? Et aussi, est-ce que vous pouvez constater une meilleure adhésion des patients qui ont dans leur famille quelqu'un qui a été dépisté positif au cancer colorectal? Voilà, c'est beaucoup de questions déjà et je m'arrête là. Je vous remercie. Alors, je vous laisse répondre. Oui, merci pour ces questions. Donc la première question, c'était un peu sur l'éligibilité, quoi. Enfin, vu du côté des pharmaciens. C'est vrai, moi, vous voyez, je vous ai cité mon exemple. Je n'aurais jamais dû être invité. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Je veux dire, il aurait été logique qu'on croise les fichiers, qu'il y a un fichier national, etc. Mais non. S'il y avait un fichier d'éligibilité nationale, ça aurait été parfait. Mais évidemment, les données que récupère la CNAM prennent toujours du temps. Hein, okay, et ils sont tout à fait incomplets par rapport à ce qu'on a, nous. Donc voilà, ce n'est pas très étonnant qu'ils invitent des personnes qui ne devraient pas aller au dépistage. C'est triste, c'est un peu c'est ce que je vous ai dit, quoi. Vraiment, c'est ce que je reproche vraiment à l'évolution actuelle du dispositif. Excusez-moi, c'est parce que je suis tellement enthousiaste, peut-être que j'oublie facilement les questions. Il y avait une question sur les rendez-vous de prévention, et ça a commencé en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui. Et est-ce que vous voyez, grâce à ces rendez-vous de prévention, un meilleur... Oui, alors je pense pour l'instant, on ne peut rien dire. D'accord. Mais j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux mettre en place aussi une consultation de dépistage, et pas simplement de prévention, parce que je crains que le dépistage soit noyé dans l'ensemble des autres mesures de prévention. Je pense qu'il vaudrait mieux cibler particulièrement le dépistage, d'autant que le dépistage, comme je vous l'ai dit, c'est très particulier par rapport à la prévention. C'est-à-dire que c'est peut-être encadré de A à Z, quoi. Vraiment, on peut le blinder. Et donc, la prévention, c'est un élément un peu plus flou, vous comprenez. Peut-être que les personnes se laisseraient mieux persuader simplement qu'un test, c'est facile à réaliser de le faire, plutôt qu'on leur dise, ben voilà, en même temps, il faut faire attention au poids, il faut faire attention, etc. Je pense qu'il vaut mieux mettre en place, à mon avis, une consultation dédiée au dépistage. Voilà. Quelle est ta dernière question? En fait, c'était le lien avec les données de santé. Les patients, enfin les patients qui pourraient venir se faire dépister, qui pourraient être mieux ciblés, mais on en revient au fichier, oui, parce qu'ils ont quelqu'un, un parent, un grand-parent, oui, qui a atteint. C'est l'effet, en fait, oui, meilleure sensibilisation au dépistage avec un... Alors, en fait, effectivement, bon, donc c'est des personnes qui doivent plutôt avoir la coloscopie. Okay. Je vais en profiter, je vais sauter sur votre question pour vous expliquer quelque chose concernant les personnes qui font la coloscopie. Je vous ai dit 80% des personnes font le test de recherche de sang dans les selles. Voilà. Et 20% doivent faire la coloscopie. Eh bien, ça va vous paraître vraiment paradoxal. Les structures en charge du dépistage ne s'occupent pas de ces personnes. Les 20%. Les 20% à risque, ils ne sont pas dans le dépistage. Ah oui, parce qu'effectivement, ils sont dans le dépistage individuel. Hein. Mais personne ne les encourage à aller faire des coloscopies, etc. Et encore moins, personne ne les encourage à faire des coloscopies de contrôle.
Et moi, en Rhône-Alpes, Rhône plutôt métropole, grâce à l'INCa pour le coup, puisque c'était une étude, on a monté une étude qui a consisté à reconvoquer systématiquement les patients à la coloscopie selon les recommandations des hépatogastroentérologues. Parce que les hépatogastroentérologues, très logiquement, ils ne peuvent pas faire du clientélisme et reconvoquer. Ils disent, bah oui, revenez dans 5 ans, etc. Mais en fait, il n'y a que 50% des gens qui le font. Et dans les délais. Alors on a monté une étude, et dans cette étude, on a montré que quand c'est nous qui reconvoquons les patients, on obtient 80%. Donc très curieusement, les patients à haut risque ne sont pas pris en charge par les structures qui devraient le faire comme nous, pas de par les textes, et que quand on les prend en charge, ça marche. Voilà. Et du coup, ça rejoint votre question, ces personnes-là doivent avoir une coloscopie, mais paradoxalement, c'est pas si facile que ça, parce que dans les familles, enfin, vous le savez très bien, la personne index a souvent de la peine à convaincre les personnes autour. Voilà. Donc, c'est pas toujours très bien. Merci. Véronique Guillotin. Oui, moi, ça va aller relativement vite parce que vous avez répondu aux 3/4 des questions. Donc, je vais juste peut-être une première réflexion en vous disant qu'effectivement, l'évaluation de la prévention comparé aux maladies que l'on doit traiter et entre guillemets, l'équation économique que l'on a à faire de la prévention, que ce soit pour le cancer colorectal ou pour le reste, on n'a jamais de chiffres. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était plus... Voilà. Et j'avais 4 questions, mais franchement, je pense que quasiment tout est répondu. C'était effectivement permettre peut-être une journée de prévention spécifique pour le cancer. Bon, c'était quelque chose qui avait été sollicité par une association, c'est pour ça que je la repropose, mais du coup, vous semblez être d'accord sur le sujet d'individualiser la prévention et le dépistage des cancers en général dans le système de nos consultations de prévention qui sont mises en place actuellement. Ensuite, il y avait alors, vous dites qu'entre le centre régional de dépistage qui s'occupe, si j'ai bien compris, des recontrôles des patients qui doivent avoir des coloscopies et la Sécu qui s'occupe du dépistage organisé pour tout le monde, il n'y a pas de croisement de fichiers, etc. Est-ce que la solution, c'est pas de tout basculer chez un, que le centre régional, par exemple, s'occupe en gros de tout. Enfin, je sais pas, faut convaincre la CNAM peut-être, mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, plutôt que de croiser des fichiers, ce serait pas mieux que un s'occupe de l'ensemble de ces patients à risque élevé et à risque moins élevé. Et puis, vous avez parlé de l'incidence des 45-50 ans. Est-ce que ça veut sous-entendre qu'il serait bon d'étendre le dépistage à partir de 45 ans, point d'interrogation, sachant que déjà à partir de 50 ans, voilà. Et puis je voulais parler de l'envoi du test à domicile de manière généralisée, et peut-être sur expérimentation, mais ça a été fait. Ok, oui. Merci beaucoup. Bien sûr, oui. Alors j'ai beaucoup insisté sur le coût, enfin sur l'évaluation des coûts liés au dépistage, enfin des coûts, des économies engendrées et sur les moyens à mettre en place. Ça c'est en béton, ça peut se faire et chaque année ça peut être révisé annuellement, c'est évident. Alors pour la prévention, c'est totalement différent, bien entendu, puisque les effets sont tellement tardifs et c'est une matière tellement floue, entre guillemets, qu'on ne peut pas le faire. Mais le dépistage, c'est pour ça que je le distingue, c'est très différent. Je pense des journées, oui, vous savez qu'on a les mois, enfin, oui, j'ai mis mon petit ruban bleu. Je pense que le mois, c'est très bien pour faire, c'est bien, ça permet de faire beaucoup d'opérations, etc. Et l'octobre rose, ça marche très bien. Et Mars Bleu, ça ne marche pas bien. C'est-à-dire que les personnes ne viennent nous voir pour Mars Bleu. Octobre Rose, tout le monde va y participer. C'est comme ça. Ça tient peut-être aux femmes, ça tient peut-être à l'historique, c'est plus ancien, etc. Non, mais c'est vrai. Et je plaide pour une journée, pour le médecin traitant, destinée au dépistage, enfin, une consultation destinée au dépistage différente de la consultation destinée à la prévention, c'est différent. Oui, prévention et dépistage, mais que pour le cancer. Voilà, c'est ça. Ensuite, les fichiers... alors les fichiers, vous avez raison. Soit on a un fichier commun, soit il y a un fichier en béton du côté de l'assurance maladie, soit un fichier en béton du côté des CRCDC. Ben oui, mais il n'y a pas de communication qui sont établies avec nous. On peut pas, ils veulent pas nous envoyer les fichiers des personnes qui invitent. On ne sait même pas les personnes qu'on doit suivre parce qu'on ne connaît pas les personnes qu'ils invitent. Et eux, ils ne veulent pas accueillir nos fichiers. Voilà, bon, alors roule. Ok, non mais c'est pas bon ça. Non mais c'est vrai quoi. Mais les 40-50 ans, oui, 40-50 ans, je pense qu'en tout cas il faut se poser la question. Il faut y réfléchir. C'est pareil. Il faut voir quel investissement ça va représenter, etc. Mais ça va venir. À mon avis, ça va venir. Aux États-Unis, il y a quelques instances qui le recommandent. Extension. Très bien. Olivier Hénaud. Oui, merci pour vos propos. Merci, Président.
Ayant vécu cette question du triage, j'en étais extrêmement sensible parce que ça m'a paru moi-même aberrant. Et puis, merci aussi pour les propos sur la notion de coût complet. Parce que tant qu'on considère que la prévention est seulement un coût, évidemment, ça freine l'élan. Mais ma question concerne le pilotage. Quand on regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, on constate que les pouvoirs locaux sont très concernés par la question de la prévention et du dépistage. Et vous avez vous-même dit que finalement, la vaccination contre le Covid, ça a fonctionné correctement. Or, il y a eu une extrême mobilisation des pouvoirs locaux et des municipalités. Et donc, ma question concerne le pilotage. Est-ce que vous avez des idées sur un pilotage pertinent en matière de prévention et de dépistage? Et est-ce que ça pourrait être un dépistage et une prévention et une compétence qui sont encore plus près du terrain? Je vous remercie. Oui, je vous remercie de cette question qui est évidemment une très bonne question. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que les instances ont d'abord été départementales, pour finalement que les institutions locales, les acteurs locaux adhèrent, quoi, hein. Alors, la dimension régionale n'est pas mauvaise non plus, à vrai dire. Mais effectivement, moi, je me suis beaucoup interrogé, savoir si ça marcherait pas mieux en région. Parce que ça crée, entre guillemets, en plus, une certaine compétition entre les instances et qu'on serait peut-être mieux à même, localement, de savoir ce dont a besoin la population. Dans quels départements sont plus en souffrance, où il faut faire des efforts, etc. À vrai dire, je suis entre les deux, parce que enfin, c'est assez normal. Je pense qu'il y a besoin d'initiatives locales. Il faut laisser beaucoup de place aux initiatives locales et régionales. Voilà. Mais quand même, comme je vous ai dit aussi que c'était très encadré, il y a quand même matière à ce qu'il y ait un vrai pilotage national fort. Par exemple, pour les systèmes d'information, voilà, pour le financement, etc. Donc, je me suis, au début, j'ai dit, c'est la perte de la régionalisation, l'évolution actuelle. Puis finalement, je pense qu'il faut quand même faire un mixte des deux. Voilà, ça doit être très encadré quand même sur le plan national, avec un cahier des charges très fort. Mais n'empêche qu'il faut laisser beaucoup d'initiatives aux régions. Beaucoup d'initiatives. Actuellement, on ne peut plus quasiment faire de recherche sur le sujet. Pourquoi? Parce que comme tout est envoyé par la CNAM, on ne peut plus faire des travaux sur les invitations, la façon d'inviter, etc. Et ça, c'est très dommage. Hein. Enfin, c'est très dommage. Donc, je pense effectivement qu'il faut redonner de la place à la région. Mais entre nous, quand même, hein, si je vais un peu plus loin, le problème, c'est quand même le billard à 3 bandes. Le billard à 3 bandes. Non, mais enfin, nous, on travaille avec l'ARS. Bon, alors de temps en temps, on se tire un peu la bourre avec l'ARS. OK, oui, bien sûr. Oui, parce que eux, ils sont extrêmement contraints et ils ne comprennent pas que nous, on n'a aucune marge de manœuvre. Ils me demandent beaucoup de leur renseigner sur la visibilité, ce que je vais, combien je coûte, etc. Mais je leur dis, mais adressez-vous au national. Mais ils n'osent pas s'adresser au national. Bien sûr. Ils ne remontent pas. C'est le problème, c'est qu'ils sont victimes des décisions nationales sans qu'on leur donne les moyens. Et en même temps, ils sont chargés de nous contrôler. Et nous, nous, on est dans la même situation. Nous, on dit, oui, mais très bien, mais nous, on n'a pas les rênes. C'est pas nous, c'est plus nous qui avons les rênes. Voilà. Franchement, ça, s'il y a quelque chose qui doit être changé, c'est ce billard à 3 bandes entre les petites instances comme les nôtres qui ne sont pas très importantes, l'ARS et la DGS. Ça, c'est absolument incroyable. Merci beaucoup. Alain Milon. Merci, Président. Merci, monsieur le professeur. Nous nous étions rencontrés le 14 février en visio, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Et moi, toutes les questions ont été posées pratiquement, et vous avez pratiquement tout dit sur le sujet. La question que je voulais vous poser, c'était la comparaison que nous pouvions faire entre Octobre Rose et Mars Bleu. Vous avez un peu répondu à Madame Guillotin sur le sujet, mais je me souviens, parce qu'il y a une carrière assez longue dans la politique maintenant, à l'époque du dépistage du cancer du sein, c'était les départements et les CEPAM qui travaillaient pour le dépistage ensemble.
Et ça avait relativement bien marché sur l'ensemble du territoire. Et ça a quand même mis beaucoup de temps pour que ça marche. Donc ma question est relativement simple, mais vous avez aussi répondu en faisant une allusion aux ARS et au billard à 3 bandes. Est-ce que les collectivités locales, régions, c'est un petit peu grand, et départements doivent s'investir un peu plus dans le dépistage du cancer colorectal, qui est, comme vous l'avez dit, probablement le cancer sur lequel maintenant il faut s'appuyer le plus pour le dépister le plus rapidement possible, afin d'avoir des résultats positifs le plus rapidement possible. Oui, alors par exemple, nous on travaille avec des conseils départementaux. C'est-à-dire qu'au début, les conseils départementaux, quand ça a été régionalisé, ils nous ont entre guillemets lâchés. Parce que maintenant c'est la région, ok, donc on va se désengager. Et puis finalement, on a entre guillemets signé des, enfin pas entre guillemets, on a signé des conventions, on s'est rapproché des conseils départementaux, on a signé nous des conventions. Je pense qu'on est à peu près les seuls CRCDC avec, par exemple, Lyon, à la métropole, et avec le Rhône. Et on leur consacre des moyens. On leur consacre des moyens. Parce que je pense que c'est quand même dans leur mission. Ok. Et effectivement, je trouve que ça, c'est très sain. Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Il est quand même sain de laisser la place à des initiatives locales qui, entre guillemets, organisent un peu de compétition et qui valorisent les structures locales, qui valorisent même les élus locaux, qui disent, voilà, moi, je m'intéresse au dépistage, donc, via mon conseil départemental, etc., je finance. Alors, en plus, le rendu est facile, parce qu'on a un salarié qui s'occupe de l'instance localement. Donc, le rendu est très facile. Ils savent exactement ce qu'on fait. Et je pense que ça, effectivement, il faut le favoriser. C'est-à-dire, il faut un cadre national, comme je vous ai dit, qui soit en béton, okay, avec un financement en béton, avec un système d'information en béton. Il faut par ailleurs, sur le plan local, laisser des initiatives, et en particulier des initiatives même de financement complémentaire pour assurer des missions particulières, etc., et qui valorisent les départements, peut dire, méritants, ou, enfin, je suis comme ça, ou qui s'intéressent particulièrement. On ne peut pas quand même mettre tout le monde à la même enseigne. Je pense que si certains départements veulent plus s'intéresser au dépistage, ils ont en plus raison, ils ont, entre guillemets, le droit de le faire. Donc moi, je le fais avec certains départements, donc je souhaite l'étendre d'ailleurs à d'autres. Et entre nous, l'ARS l'accepte. Il dit, bon, ok, ça, c'est un financement, c'est votre financement, on n'y touche pas. Voilà. Jocelyne Guidez. Alors, ça va être très rapide, parce que c'est vrai que vous avez pas mal répondu sur l'augmentation des cancers chez les jeunes. Oui. Voilà, certainement par rapport à la malbouffe. Vous avez dit aussi que certainement qu'on allait avancer quand même là-dessus. En tout cas, il y a... Mais j'aimerais pas qu'on attende 15 ans, comme pour la deuxième lecture de la mammographie, parce que 15 ans, voilà, je veux dire, entre ce que l'on sait aujourd'hui et les avancées, je trouve que la France a quand même du mal, après, à prendre des décisions rapidement. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, mais vous avez raison, ce débat devrait déjà être sur la table. Enfin, la discussion devrait déjà concerner cette population. Parce qu'effectivement, cette population, la seule façon, à part évidemment les persuader de mieux manger, etc., mais enfin, c'est du travail, la seule façon de les sauver, c'est de bien dépister. Voilà. Et on sait vraiment que quand les gens sont bien dépistés, ils sont, entre guillemets, guéris du cancer. Enfin, parce que, évidemment, même si vous êtes dépisté, le cancer peut quand même revenir. Mais les personnes qui ont suivi tout le cursus des dépistages, qui sont allées faire leur test tous les 2 ans, à 74 ans, se pose la question de savoir ce que deviennent. Est-ce qu'on continue le dépistage, la question. Parce que pour le coup, ces personnes-là, ils ont quand même 15 fois plus de risque d'avoir un cancer que les plus jeunes. Bon, ok. Alors, à 74 ans, certains estiment qu'ils sont en forme, ok, on le sait. Bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, on se retombe sur le dépistage individuel pour ces personnes. Okay. Et donc, on leur propose soit un test à la demande, soit des coloscopies, s'ils étaient à la coloscopie, etc. Voilà. Ou si on estime qu'ils ont des symptômes ou des facteurs de risque. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui en ont moins besoin de ce dépistage après 74 ans, et qui en ont plus besoin du tout, c'est ceux qui ont bien suivi le dépistage entre 50 et 74 ans. Ceux-là, ils sont vaccinés du cancer du côlon. Ils sont vaccinés du cancer du côlon. Donc c'est très intéressant parce que ça ne montre pas simplement que le dépistage marche comme ça à court terme, mais ça marche à très long terme et ça vaccine les gens du cancer après l'arrêt du dépistage.
Très bien. Pour terminer, Nadia Sologoub. Merci, Monsieur le Président. Alors, on a beaucoup tourné autour de la question du recueil. Vous avez parlé de la dématérialisation des données, de leur exploitation, etc. Et moi, ça m'a évoqué un texte pour lequel j'ai été rapporteur il y a quelque temps, à savoir la Constitution, l'opportunité ou non d'avoir un registre national des cancers, dont on sait qu'on n'a pas de données réellement sur l'ensemble des cancers, puisque ce sont des données extrapolées sur des échantillons. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent d'avoir un registre national des cancers, et éventuellement, est-ce que on pourrait avoir des données de dépistage qui pourraient alimenter ou qui pourraient... voilà, est-ce qu'il y aurait un intérêt quelconque à faire avoir une utilisation commune des données? Voilà, merci. Ouais, alors, je ne suis pas un spécialiste des registres, mais je pense bien entendu que oui. Il y a des registres qui existent en France. Moi, dans ma région, il y a le registre de l'Isère, qui est un très bon registre avec lequel on travaille, etc. Comment? Voilà. Bon. La structure est basée à Mélan. Elle travaille bien, hein. C'est une structure qui travaille bien. Voilà. Et en particulier sur le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, c'est le meilleur département en France. Bon, je fais une parenthèse. Hein. Mais effectivement, moi je pense que la question se pose vraiment d'avoir un registre national qui sera en partie alimenté par les CRCDC d'ailleurs, hein, puisque finalement on recueille, et qui serait en grande partie finalement peut-être Santé publique France pourrait s'en occuper, parce que Santé publique France permet l'évaluation. À quoi pourrait servir ce registre? C'est-à-dire on pourrait dire, on peut comment dire, on peut utiliser les registres locaux pour finalement anticiper, ou enfin sous forme d'échantillon pour la population, mais quand même, je pense vous le savez tous, il y a des spécificités départementales. Je crois qu'un registre national permettrait quand même de mettre l'accent sur vraiment les départements qui ont des facteurs de risque, alors on le sait un peu quand même, hein, plus importants, et sur lesquels il faudrait faire des efforts. Voilà. Donc, et à mon avis, certains registres, c'est coûteux, mais je pense que ça serait très utile et rentable. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ces réponses. En tous les cas, ça nous éclaire. On a passé un moment passionnant. Un peu franche, voilà. Hein, peut-être. Oui, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Mes chers collègues, il me reste encore 2-3 informations. Hein, voilà, si vous voulez bien. Merci beaucoup. On va demander... C'est moi qui vous remercie.